Joyeuses fêtes de Pâques à tous les chrétiens. Bonsoir et merci de nous retrouver au 7 Info, la rétrospective de l'actualité de la semaine avec nos analystes bien en place. L'équipe du dimanche pilotée ce soir par Abdoulaye Baro. C'est parti. Les invités ce soir, comme je l'ai dit, avec notamment Zakaria Baïré de la CCVC, la coalition contre la vie chère. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Seka Koulibaly est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et puis, dans un instant, nous allons recevoir Djibril Toguieni. Il est le directeur général de l'agence municipale des grands travaux de la mairie de Ouagadougou. Vous le savez, dans la semaine qui va suivre, la mairie va procéder à l'inauguration de la gare Ouagarente de la ville de Ouagadougou. C'est un projet assez ambitieux qui offre plus de commodités pour les acteurs du secteur des transports. On en parle tout à l'heure. Voici donc pour cette info. On commence par la marche des élèves sur le ministère de l'Éducation nationale. C'était cette semaine. Ils dénoncent les récentes réformes du système éducatif. Il est 8 heures passées ce lundi 29 mars dans la zone des écoles au centre-ville de Ouagadougou. Un contingent d'élèves accourt pour renforcer les effectifs du lycée Philippe Zenda Kabouri, déjà prêts pour battre le pavé. Ensemble, ils convergent à la place de la nation. Objectif, aller rencontrer Stanislas Ouaro pour lui dire non aux réformes en cours dans le domaine de l'éducation. Mais en face, un important dispositif sécuritaire. Ils sont stoppés. Ils prennent langue avec les responsables des policiers. Les conseillers sont fermes. Toute cette foule ne peut s'y rendre. Il faut une délégation. On a déposé une demande d'audience. Le ministre ne nous a pas répondu. On a déposé un préavis. Le ministre ne nous a pas répondu jusqu'à présent. Non, parce que rentrer encore en délégation pour les voir là, ça va bien arranger. La proposition de délégation est rejetée sous l'acclamation des manifestants. Ils sont surexcités, fougueux. Certains veulent même en découdre avec les barricades. L'atmosphère est sous tension. Pour faire baisser la fièvre, entre-temps, les plus proches collaborateurs du ministre viennent pour les rencontrer. C'est peine perdue. On ne peut pas vous retrouver en route pour parler. Ce n'est pas le ministère qui est sur le goudron. Nous, on veut aller au ministère. C'est qu'on a d'abord. Il faut qu'on aille au ministère avant de parler. Moi, je pense que de ce côté-là, nous, on n'a pas de problème particulier. Mais ce qui est sûr, là, ce n'est pas la foule qui peut rencontrer. Voilà. Parce que le problème, de toute façon, nous, la porte est toujours ouverte. Ils veulent aller au ministère. Le camp d'en face approuve, mais toujours avec l'idée d'une délégation. La foule s'y oppose. Elle avance, elle se bouscule. Le bouclier humain est débordé. L'adrénaline monte d'un cran. La police sent le danger. Elle charge les bonbons de gaz lacrymogène tout en renforçant ses hommes. Ils sont désormais une quarantaine. Face aux mécontents du jour, la situation devient délicate. Faut-il tirer le gaz lacrymogène? Ça hésite encore. In fine, ils se résolvent dans la négociation en tentant de s'imposer. Mais en face, la pugnacité des manifestants est sans pareil. Ils continuent d'avancer. Les policiers finissent par reculer. Des reculades en reculades, les manifestants sont à un jet de pierre du ministère de l'Éducation nationale. On sent que la sérénité s'est envolée des bureaux tout autour. Depuis leur bureau, les agents des ministères de la zone observent avec curiosité. Pendant ce temps, les représentants des marcheurs ont accès aux locaux. Ils sont escortés à l'intérieur du MENA-PLN. À défaut du ministre Ouaro lui-même, ce sont ses plus proches collaborateurs qui reçoivent le mémorandum. En plus de la réforme du baccalauréat, de l'interdiction de mener des activités socio-culturelles du fait de la pandémie, ils protestent également contre la suppression des sujets au choix. En tout état de cause, l'AESO, en tant que structure authentique de défense des intérêts matériels et moraux des élèves, ne ménagerait aucun effort pour se donner les moyens nécessaires afin de se battre fermement. On constate que vous faites des activités qui se créent. Il y a des activités récréatives, des soirées récréatives qui se feraient au niveau, dans l'ensemble du territoire. Et nous, délégués au niveau du lycée, on nous interdit ça. Pourquoi? Après la remise du document portant sur les revendications, c'est un véritable héros que les délégués sont accueillis.
Mais très vite, certains seront déchantés, déçus d'apprendre que le ministre s'est fait représenter. Après quelques hésitations et la médiation des forces de l'ordre, l'avenue de l'indépendance est enfin libérée. Plus de 3 heures de blocage d'une des avenues les plus fréquentées de la capitale. C'est ce qu'ils promettent chaque jour, 48 heures durant, jusqu'à obtenir gain de cause. Oui, Seka Coulibaly, là, on voit que malgré les explications du gouvernement, les réformes du système éducatif, visiblement, ont du mal à se faire comprendre et à passer. Oui, tout à fait. Apparemment, les décrets ayant été signés, on risque d'avancer vers une situation de blocage parce que les décrets ont un contenu, procèdent à une réforme, et cette réforme-là ne semble ne pas être admise par les concernés. Ce qui fait que finalement, on ne peut même plus parler de concertation et de dialogue, puisqu'elles auraient dû avoir lieu avant que le texte ne soit adopté. Maintenant, je ne sais vraiment pas comment on va sortir de cette situation. Parce que les élèves, à mon avis, tant que le texte va demeurer, même si c'est vrai que les congés de Pâques ont été décrétés, l'école va reprendre à un moment ou à un autre, surtout que ce sera la dernière phase avant les examens. Je crains qu'on ait un troisième trimestre, enfin, un semestre assez mouvementé. Et le gouvernement a une communication. On a vu les ministres s'exprimer là-dessus. Ils ont proposé des bonnes intentions, disant qu'en réalité, les craintes des élèves ne sont pas fondées. Mais je ne sais pas sur quoi la peur donc, de ces élèves-là se trouve ancrée. Cela veut dire que quelque part... Il y a encore un besoin d'explication, visiblement, et de compréhension. On voyait aussi de le syndicat F-Center, aussi, le SGA s'est exprimé, aussi rejette les réformes. Et lui, je pense qu'il ne va pas se prononcer sans avoir pris connaissance des textes. D'où l'intérêt donc de prendre langue et de créer ce cas de dialogue pour mieux se comprendre, peut-être. Oui, c'est ça. Et voir qu'est-ce qu'il faut être fait maintenant. Autrement dit, on va avoir un semestre très mouvementé, ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt des choses. Et vous voyez que cette manifestation, par exemple, met en péril toutes les mesures barrières contre le Covid-19. Pas question de masque, pas question de distance sociale. Et si elles doivent se répéter, les manifestations, ça veut dire qu'on ne parlera même plus donc de mesures sociales. D'accord. Réforme du système éducatif, réforme également de la sécurité sociale des travailleurs du public. On parle désormais de 13 ans de cotisation pour avoir droit à la pension. Une revue à la baisse donc. À l'unanimité, les députés adoptent le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics. Parmi les innovations majeures de ce nouveau projet de loi, on note l'augmentation de la part de l'orphelin au titre de la pension de survivant qui passe de 10 à 50%. Avant, quand un agent public décède, la pension était divisée en 2 parties. Donc, une partie, 50% qui était réservée aux conjoints, et puis 50 autres parties qui étaient réservées aux orphelins. Mais seulement dans l'ancienne loi, si on a un orphelin, il va percevoir 10%. C'est-à-dire que s'ils sont 5, chacun allait avoir 10%. S'il est seul, il a 10%. Dans cette nouvelle loi, les 50% sont donnés au nombre d'enfants jusqu'à concurrent de 5. C'est-à-dire que si vous avez un seul orphelin, lui seul, il a 50%. Dans l'ancienne loi, le fonctionnaire devait cotiser pendant 15 ans pour avoir droit à la pension de retraite. Dans le présent projet de loi, les conditions connaissent un assouplissement. Pour quelqu'un qui a cotisé au moins 13 ans, il y a beaucoup de cas comme ça, des jeunes fonctionnaires qui malheureusement décèdent. Ils ont cotisé 13 ans ou 14 ans, ou bien peut-être ils ont perdu l'emploi. Et puis, parce qu'ils n'ont pas fait 15 ans, ils n'ont pas le droit à avoir la pension. Maintenant, si tu as cotisé au moins 13 ans, on te donne la possibilité de payer les 2 ans que tu n'as pas pu cotiser
parce que tu as perdu ton emploi. Et puis à partir du paiement de 2 ans, on va te verser une pension de retraite. Ce document simplifie également les procédures de gestion des risques professionnels en permettant la prise en charge directe des accidents du travail et de maladies professionnelles. Avant l'accident du travail de l'agent public, les patrons pouvaient déclarer dans le délai qu'ils veulent. Et donc, on vous disait de dépenser et après, la Carrefour remboursait. Donc, maintenant, on ne veut plus que ce soit comme ça. Dès qu'il y a l'accident du travail, votre patron, il doit déclarer dans un délai de 2 jours, 48 heures, qu'il y a eu l'accident du travail. Donc, et puis, comme j'ai dit, l'accident du travail, même si vous avez un second domicile, vous partez d'un second domicile, ça va être pris en compte. Si vous travaillez à distance, ça va être pris en compte. Et puis maintenant, c'est la Carrefour qui va payer directement, au lieu que ce soit comme avant, c'est votre patron qui paye et puis la Carrefour va rembourser. Avec l'adoption de ce projet de loi, le Burkina Faso se conforme à la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, indique le ministre Seni Ouedraogo. Zakaria Baïré de la coalition de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité pour les libertés, la CCVC. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez sur cet élément, c'est une bonne nouvelle, non, pour les travailleurs de la fonction publique de 15 à 13 ans pour les cotisations. Ok, merci avant tout pour vous permettre, nous, au nom de la CCVC, de souhaiter une bonne fête de Pâques à l'ensemble des chrétiens du Burkina Faso et d'ailleurs. Par rapport à l'élément sur la sécurité sociale, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où il y a certains aspects des revendications du mouvement syndical qui ont été pris en compte, particulièrement la prise en compte des indemnités dans le calcul de la pension de retraite du fonctionnaire de l'agent public, ce qui n'était pas le cas. C'est fait dans le privé et le mouvement syndical a posé la revendication pendant des années et nous pensons que nous sommes en bonne voie. Mais on ne va pas déjà jubiler parce que le gouvernement a fait comprendre qu'ils vont prendre un décret pour, en tout cas, identifier les indemnités qui pourront faire l'objet de prise en compte. Donc pour l'instant, c'est une bonne nouvelle, certes, mais nous allons patienter parce qu'avec ces gouvernements-là, il ne faut pas aussi crier victoire parce qu'ils ne sont pas... Ce n'est pas la première fois qu'ils peuvent, à la limite, pour une victoire et puis à l'arrivée... Des textes, mais l'application parfois pose problème. Donc, mais pour l'instant, dans le principe, c'est un motif de satisfaction. Voilà. Vous êtes là surtout pour parler de la hausse des prix du carburant et du gaz butane. 10 francs CFA sur le Super 91, le gasoil, le pétrole, sur le litre donc, de ce carburant. Mais 500 francs CFA surtout sur le prix de la bouteille de gaz butane de 12 kg 5. Alors, au niveau des organisations syndicales, de la coalition, on se lève contre cette décision du gouvernement. Le gouvernement qui s'est pourtant expliqué. On va écouter donc les explications du comité interministériel de détermination des prix. Ok. Le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures se base sur un mécanisme donc pour ajuster les prix à la pompe pour ce qui concerne donc les produits liquides et puis au kilogramme pour ce qui concerne le gaz. Et nous sommes tenus vraiment par les prix à l'international. Et donc lorsqu'il y a des fluctuations au niveau international et que ces fluctuations sont importantes, nous sommes obligés donc de proposer qu'il y ait des augmentations ou des baisses en faveur donc du consommateur. Donc pour ces fluctuations-là, c'est aussi en fonction de la hauteur de subvention de l'État. Comme on l'a dit, au niveau du gaz, l'État est à un niveau de 3 milliards par mois de subventions sur le gaz. Donc lorsque vous voyez qu'au niveau international, les prix fluctuent et vont faire augmenter cette subvention, on est obligé donc de procéder donc à des ajustements de prix. Sinon, cette augmentation n'enlève en rien la subvention de l'État qui pratiquement reste les mêmes. À titre illustratif, comme je l'ai dit, l'année 2020, l'État a subventionné le gaz à hauteur de 35 milliards de francs.
c'est ce que je disais. Si on devait payer la bouteille de gaz au prix réel, ça nous reviendrait à 8 790 francs. C'est le prix réel. Donc, le différentiel de 3 220 et 290 francs est payé par l'État. Et vous avez vu que la fluctuation, la hausse n'a concerné que les bouteilles de plus de 6 kilos. Ça veut dire que les bouteilles de 6 kilos ne sont pas concernées par la hausse. Encore une fois, c'est à la charge de l'État qui veut en tout cas amoindrir le choc pour les populations considérées vulnérables. Zakaria Barié, le gouvernement donc qui s'explique. D'abord, il faut l'admettre, il y a un comité interministériel de détermination des prix qui a été mis en place depuis déjà quelques temps et qui, effectivement, en fonction des fluctuations du coût donc, au niveau international, essaie de fixer les prix soit à la hausse, soit à la baisse. Ça, c'est un précepte déjà admis dès le départ. Vous étiez au courant de cela, que les choses devaient se passer ainsi. Ok, merci. Et sur la question, d'abord, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que c'est vraiment avec une grande désapprobation que au niveau de la coalition, la CCVC, on a appris l'augmentation des prix des hydrocarbures. Et par rapport aux explications qui sont données quant à la mise en œuvre, ou du moins l'existence d'un comité interministériel pour fixer les prix, ça a existé quand même. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qu'il faut noter, c'est ce que ça coûte, voilà, au panier de la ménagère. Déjà, en tant qu'organisation de défense des droits donc, du consommateur, vous savez bien que ce comité, son objectif, c'est de pouvoir fixer les prix en fonction des évolutions, soit à la baisse, soit à la hausse. Est-ce que déjà, la mise en place de ce comité, déjà, tout n'est pas parti de là. Si on admet que ce comité doit exister, ça veut dire qu'on accepte que quand ça va évoluer à la hausse, il faut accepter aussi que ces augmentations. Ça sous-entend. D'abord, nous ne sommes pas associés au comité. Voilà, nous ne sommes pas membres du comité de détermination des prix. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, ce n'est pas parce qu'il y a un comité que dès lors qu'il y a une fluctuation au niveau international qu'il faut forcément augmenter. La preuve, au moment où, je pense que j'ai quelques éléments d'information ici, en mars 2020 jusqu'à mai 2020, au niveau international, le prix du baril avait fortement chuté jusqu'à arriver à 18,38 $ au niveau international, mais on n'a pas vu le gouvernement activer ces comités-là pour réduire de façon conséquente le prix à la pompe de l'essence et autres, le prix du gaz. Donc, ce n'est pas un argument de taille qui puisse permettre au gouvernement d'augmenter les prix là, de façon démesurée, et surtout dans un contexte où les Burkinabés sont en train de vivre véritablement les conséquences. Il y a eu une baisse entre-temps, je ne me rappelle pas du mois, mais entre-temps, il y a eu une baisse quand même. Mais si vous suivez très bien, quand il y a baisse, véritablement, c'est dérisoire. 10 francs. Voilà, c'est 10 francs. Donc, quand vous regardez, et le gaz, ça n'avait pas baissé. Le gaz n'a jamais baissé, ça ne fait qu'augmenter. Donc, par conséquent, nous, on revient pour faire comprendre que le contexte même pose problème. Parce que vous savez très bien qu'il y a quand même les conséquences de la maladie à coronavirus que vivent aujourd'hui les Burkinabés. Et quand vous rentrez aujourd'hui au marché, le prix du riz a augmenté, le prix de l'huile a augmenté, les produits de première nécessité, les prix ne font que flamber. Et c'est au même moment qu'on augmente le prix des hydrocarbures. Et quand on sait que nous sommes une économie véritablement de consommation, on ne fait que tout importer. Si on augmente les prix des hydrocarbures, logiquement, ça va avoir une conséquence sur les prix des autres produits pour venir davantage paupériser les populations qui se cherchent déjà. Donc, voilà pourquoi nous avons dit déjà le contexte pose problème. Et ensuite, il faut que le gouvernement aussi admette une chose. Ce n'est pas parce que ça a fluctué un coup au niveau international qu'il faut augmenter, parce que ça baisse souvent, mais on ne sent pas véritablement une diminution. Et les diminutions qui ont été constatées, ce n'était pas
sur la période dont j'ai fait cas, de mars à mai 2020, parce que pendant cette période, il n'y a pas eu de diminution des prix à la pompe, alors que les prix à la limite étaient véritablement très bas. Donc voici un peu, c'est dire que c'est une question de volonté politique, juste seulement de pressurer la population. Et au niveau de la CCVC, nous sommes franchement contre. L'argument de la subvention qui devient de plus en plus insupportable, elle l'a expliqué tout à l'heure, on l'a augmenté, on l'a écouté, 35 milliards de francs CFA en 2020, et le coût réel, justement, du gaz butane de 12 kg, qui devait être de 8 790 francs CFA, mais c'est grâce à la subvention qu'on est à 5 500. Ce qu'il faut noter par rapport à la subvention, c'est pour nous 35 milliards dans l'année pour permettre aux Burkinabés de supporter le coût, en tout cas de faire face à la vie chère. Pour nous, ça ne vaut absolument rien. En principe, le gouvernement ne devait pas regarder l'enveloppe financière de la subvention, mais c'est de mesurer véritablement ce que ça apporte en termes de plus-value dans la qualité de la vie des Burkinabés. Mais quand on regarde ce qui préoccupe le gouvernement, c'est dire que non, nous avons subventionné à hauteur de 3 milliards par mois, 35 milliards au cours de l'année 2020, mais nous disons, un gouvernement, effectivement, lorsqu'on dirige un pays, c'est pour résoudre les problèmes des populations. Et par conséquent, toutes les mesures qui peuvent être prises pour permettre aux Burkinabés, particulièrement les couches les plus vulnérables, en tout cas, de s'en sortir mieux, nous pensons que véritablement, ça ne doit pas, en tout cas, poser problème. Il faut faire des prévisions, peut-être tout simplement, en tenant compte de cet aspect des choses, de montée du cours, du baril à l'international. Il faut peut-être faire des prévisions, trouver les ressources ailleurs pour peut-être permettre, soulager les populations, c'est ce que vous voulez dire. Justement, voilà pourquoi je disais que c'est une question de volonté politique. Si véritablement le régime en place a à cœur la qualité de vie des Burkinabés, on peut trouver les moyens ailleurs pour subventionner même mieux ces produits de grande consommation. Ce qu'il faut noter, c'est que quand on regarde peut-être de près même la structure des prix de ces produits-là, on se rend compte que quand vous prenez par exemple le Super 91, l'État prélève jusqu'à près de, si on prend la structure, ça peut être 205% des taxes, la TVA et la taxe sur les produits pétroliers. Donc quand on prend ces deux seulement, et puis les droits de douane, c'est exorbitant. Donc ce qui veut dire que l'État peut jouer sur ces mécanismes-là, sur ces taxes. C'est peut-être cela qui permet de supporter la subvention. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que c'est le consommateur même qui supporte tout. Puisque s'il faut prélever les taxes sur l'essence, le prix à la pompe de l'essence, si le consommateur supporte là-bas, ça veut dire qu'à quelque part, c'est le consommateur qui finance même la subvention au niveau du gaz. En tout état de cause, si vous voyez, en 2018, lorsque la taxe sur les véhicules à moteur a été instituée, au niveau du mouvement syndical, au niveau de l'UAS, au niveau de la CCVC, on a demandé purement et simplement sa suppression parce qu'en réalité, la TPP a été instituée pour remplacer les vignettes à l'époque, dans les années 95. Et il y a aujourd'hui la TPP dans la structure des prix des hydrocarbures et on a encore la taxe sur les véhicules à moteur. Donc, vous voyez, aujourd'hui, si le gouvernement dit que c'est, en tout cas, la nécessité de supporter l'enveloppe de la subvention, qui fait qu'il faut augmenter les prix, ça pose problème. Puisque déjà, il y a déjà une taxe qu'on a créée qui est un doublon de la TPP, la TVM. En principe, ça pouvait quand même jouer en faveur du consommateur tant que le gouvernement compte toujours maintenir cette taxe-là. Donc, pour nous résumer sur la question, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique parce que tout simplement, la question de la subvention et des prix là, c'est une option. Le gouvernement peut décider de ne plus subventionner, mais c'est une option. Mais comme il peut décider aujourd'hui d'aller plus, de subventionner davantage pour que le consommateur puisse quand même être soulagé. Et ce qu'il faut noter d'ailleurs, même ces prix, il y a un problème même sur le marché. Quand vous prenez le gaz, les 5500 pour le 12 kilos, mais sur le terrain, très souvent, vous allez voir des gens vendre ça à plus que ça à Ouagadougou. Tout à fait. Mais le consommateur n'a pas véritablement les moyens pour être défendu comme il se doit. Donc, c'est pour dire quoi?
c'est une question de volonté politique de ne pas protéger aujourd'hui le consommateur burkinabé. Et c'est vraiment pour nous, c'est de les payer en monnaie de singe parce que déjà, c'est une population qui vit les affres de la maladie à coronavirus, les affres de la malgouvernance. Et comme on a dit, il semblerait que les gens ont dit qu'il n'y a rien en face parce que voilà, il y a un désarmement anti-guillemets au niveau syndical et au niveau de la société civile. Mais pour nous, le gouvernement doit se dire que c'est une très mauvaise lecture. Parce qu'au niveau de la CCVC, en temps opportun, on pourra réagir éventuellement. Parce que c'est une situation qu'on ne peut pas admettre. Chaka Koulibaly, on s'interroge toujours. Ça semble être une équation difficile pour le gouvernement. Et pourtant, face à l'extrême pauvreté de la population, tout augmente. Il y a effectivement que des prix sont fixés, mais il y a aussi ce désordre sur le marché où les prix sont augmentés sans respect des règles en la matière, mais les contrôles ne permettent pas justement de sévir. Comment faire pour soulager le citoyen, le consommateur, tout en permettant justement à l'État de continuer à tenir financièrement? Dans un contexte de libéralisation de l'économie et surtout des prix, je ne vois qu'une seule solution, c'est le travail des organisations de défense des consommateurs. Et pour cela, il faut regarder dans les pays qui ont ce modèle d'économie où les prix sont libéralisés. Ce sont les organisations de consommateurs. Et si vous prenez la France, il y a une structure dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui a au moins une vingtaine de millions de membres qui, à partir de là, sont protégés dans leur consommation et en même temps qui permettent de remonter les prix qui sont pratiqués, facilitant donc l'intervention de ces organisations-là. Parce que l'État ayant pris l'option de libéraliser les prix, n'a plus le dispositif de contrôle et de répression. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça aussi le souci? Parce qu'il y a ces produits quand même, voilà. Il faut travailler à soulager le consommateur. Le modèle ayant été adopté, le modèle économique ayant été adopté, il faut travailler sur le modèle pour trouver les solutions. Parce qu'on ne peut plus revenir avec des mécanismes de l'ancien modèle où les prix étaient administrés pour essayer de régler une situation où les prix sont libéralisés. Mais il faut quand même une politique sociale. Donc, comme je l'ai dit, ça doit amener le développement des structures de protection du consommateur qui, au fur et à mesure, développent leurs institutions. Il y aura par exemple des laboratoires même de contrôle de qualité que ces structures-là ont, qui permettent donc de vérifier non seulement le prix, mais aussi la qualité des produits qui est mis sur la place. Et vous savez que de mauvaise qualité, voilà, ça du carburant de mauvaise qualité. Les produits de consommation sont de mauvaise qualité. L'huile, regardez la qualité du pain que l'on mange à Ouagadougou, etc., etc. Donc, au-delà d'une organisation, une auto-organisation du citoyen, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de régler ce type de situation-là. Oui, Zakaria Barié, ça reste une question essentielle à un moment donné, parce que ça fait des années que ça dure. Ça veut dire que dès qu'il y a des changements au niveau international, c'est le citoyen, le consommateur qui doit en payer le prix. Et on se dit finalement, est-ce qu'il y a un État qui protège justement le consommateur à partir du moment où on connaît aussi nos réalités, le niveau de salaire, etc. Quel pourrait être effectivement aussi le rôle des défenseurs du consommateur comme vous dans cette lutte justement pour trouver le bon équilibre? Ok, merci. D'abord, ce qu'il faut noter, chaque consommateur dans notre pays doit être d'abord son propre défenseur. Doit quand même, il doit poser les actes au quotidien qui puissent le protéger. La CCVC est là, certes. Il y a un certain nombre d'autres organisations également qui luttent pour la protection des consommateurs. Mais il faut que les Burkinabés sachent aussi que ce n'est pas à elles seules de faire le travail parce qu'il faut s'organiser, comme Siaka Koulibaly a dit. Il faut que les gens s'organisent et viennent renforcer même ces cadres-là pour que véritablement on puisse faire quand même une pression pour que le gouvernement puisse reculer. Donc très rapidement, pour nous, sur la question, il faut que le gouvernement véritablement revoie la structure des prix, là, particulièrement les taxes. Le gouvernement doit et peut réduire les taxes au niveau des prix des hydrocarbures. Et en plus de ça, au niveau du mouvement syndical, qui est une composante majeure de la CCVC, la proposition avait été faite que la marge des distributeurs ou des détaillants, il y ait des fourchettes, au lieu que ça soit fixé
À ce moment, ça peut laisser quand même jouer la concurrence, mais au niveau même des distributeurs, au niveau des pompes, de sorte que le consommateur, in fine, va pouvoir en profiter. Mais tel que c'est fait, et pour les hydrocarbures, les prix sont fixés. Les prix sont fixés. C'est au niveau particulièrement du gaz où on voit, et dès lors qu'il y a une petite pénurie, bon, les distributeurs augmentent comme ils veulent les prix et on n'a pas haute marge de manœuvre parce qu'il n'y a plus de bois à couper puisque tout est fini. Donc, pour véritablement nous résumer, il faut que le gouvernement assume la protection des Burkinabés. Et pour l'instant, ce que nous constatons, nous n'avons pas en face de nous un régime qui protège le consommateur. Ce qui les préoccupe beaucoup plus, c'est la question des recettes. Alors que si c'est la question des recettes, nous avons toujours démontré que les recettes peuvent être trouvées ailleurs parce que dans ces pays-là, si on lutte véritablement contre la question de la corruption, contre la fraude, et à longueur de journée, la presse quand même révèle ça, on peut quand même trouver les moyens nécessaires pour que le gouvernement puisse renoncer à ces augmentations des prix des hydrocarbures qui en réalité une manière indirecte d'appauvrir davantage les populations. Donc il faut réduire les taxes au niveau des prix des hydrocarbures, permettre que les distributeurs là, puissent avoir une marge, et une fourchette de marge, que ça ne soit pas fixe, et également lutter véritablement contre la malgouvernance qui, in fine, c'est les populations qui en payent les pots cassés. Donc, en résumé, nous pensons que nous avons en face de nous un gouvernement qui ne protège pas le consommateur, qui ne protège pas le plus faible. Ce qui les préoccupe, c'est juste seulement avoir assez de recettes. Et la question qu'on se pose même, c'est où ça rend toutes ces recettes-là. Et au niveau de la CCVC, on ne compte pas croiser les bras à ce niveau, j'ai l'impression. La CCVC, naturellement, ne va pas croiser les bras. Comme je dis, c'est une question, on va analyser comme il se doit et évidemment, au moment opportun, on va aviser. Ce n'est pas une course de vitesse d'abord, ce qu'il faut noter. Et il faut véritablement travailler d'abord même à sensibiliser les populations pour que les populations puissent même prendre en main la lutte pour la protection du consommateur. Mais au-delà de tout, la question urgente de ces dernières augmentations-là, ça pourra faire l'objet d'une réaction comme il se doit au niveau de notre coalition. En tout état de cause, on ne va pas quand même baisser les bras, parce que sinon on baisse les bras, il n'y a personne d'autre pour nous protéger. Comme M. Siaka Koulibaly a dit, il faut véritablement qu'il y ait un réveil citoyen pour pouvoir protéger le consommateur dans notre pays. Merci Zakaria Bahiré. Je rappelle que vous êtes la coalition de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Vous restez avec nous. Allons aux nouvelles de l'un des plus grands projets structurants de l'État burkinabé. En ce moment, le chantier de l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou. Les travaux avancent bien selon les autorités. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, sur le chantier de l'autoroute de contournement de Ouagadougou. Aux côtés de Mahamadou Bonkungu, le responsable de l'entreprise en charge des travaux, ils viennent constater l'état d'avancement des travaux. Sur le tronçon reliant la RN2 à la RN22, ce sont les ouvrages de franchissement qui sont en train d'être achevés. À certains niveaux du chantier, quelques modifications ont dû être opérées, comme ici sur le passage de rail de Kaya à Pabri. À d'autres niveaux, comme au carrefour giratoire au croisement avec la RN4, le bitume a été posé sur de longs kilomètres. De quoi rassurer. C'est un projet qui s'exécute, je dirais, très bien. Je voudrais rappeler que l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou est un projet très structurant, cher au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il est structurant pour l'économie nationale. C'est le projet également qui permet au schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga de prendre corps et d'être une réalité. C'est le projet d'infrastructure le plus grand jamais réalisé, en tout cas au Burkina Faso. Le taux d'exécution des travaux à la date du 28 mars est de 70,2% par rapport au marché de base et de 56,3% par rapport aux quantités actualisées. Le délai d'exécution est consommé à plus de 49%. On est même en avance sur le délai. Nous avons des ouvrages, des ponts qui ont été réalisés et nous avons un linéaire très important de bitume qui a été mis en œuvre, et de gras bitume, de béton bituminé, ainsi que la couche de base. Et nous avons plus de 60% des travaux de terrassement qui ont été faits aussi. Pour l'exécution des travaux, l'entreprise Mahamadou Bonkungu et Fils a dû faire face à des difficultés. Celles qui l'opposent aux riverains de l'autoroute de contournement
semble être la plus complexe. Nous n'avons pas de raison d'être assignés en justice et partout ailleurs pour des paiements. Nous exécutons ce que l'État nous donne comme instruction. Nous démolissons les maisons que l'État nous dit de démolir. Et je voudrais surtout attirer l'attention des personnes affectées par le projet, que leur interlocuteur direct, c'est l'État du Burkina Faso et non Ebomaf. L'autoroute de contournement est longue de 125 km. Elle est construite dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le groupe Ebomaf. Le coût global est de 181 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 36 mois hors saison de pluie. Et sur ce plateau, comme je l'ai annoncé en début d'émission, Djibril Toguieni est le directeur général de l'Agence municipale des grands travaux au niveau de la mairie de Ouagadougou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, la semaine qui commence, ça va être enfin le ouf de soulagement pour nos amis transporteurs. Il y a eu en tout cas ces travaux, ces grands travaux, c'est un projet structurant, il faut le dire, une réhabilitation, mais quand on passe au niveau de Ouagar Inter, on voit ce bâtiment assez moderne quand même, qui est sorti de terre. On va rappeler le projet, la gare Ouagar Inter, c'est quand même un rêve qui est en train de se réaliser là. Merci M. Guébré. Effectivement, la gare de Ouagar Inter, c'est une histoire. C'est une histoire, je vais dire, qui démarre depuis les années 2008 avec ce qu'on a appelé le projet d'appui à la mobilité de Ouagadougou. Et ce projet a permis d'identifier la nécessité donc de réaménager les 4 gares qui existaient à Ouagadougou. Voilà. Et depuis donc 2008, un certain nombre de démarches ont été entreprises, des études de faisabilité, et ont permis donc d'échanger avec les acteurs, notamment les transporteurs, pour aménager la gare de Ouagar Inter, la gare de Tampuy, la gare de ce que nous appelons la gare de l'Ouest à Zongo, et aussi un projet de réaménager la gare de l'Est. Et depuis 2014, on a pu obtenir donc le financement auprès de l'Agence française de développement pour réaliser enfin la gare. Et ça aussi, c'est notre étape. D'autres histoires qui ont démarré parce qu'il s'agissait effectivement de mettre tous les acteurs sur la table. Les acteurs du transport principalement, mais aussi ceux qui ont des intérêts à côté du transport. Je vais parler des commerçants. C'est vrai que ça a été difficile d'expliquer, de déloger un tant soit peu justement tous ces acteurs pour pouvoir mener à bien le projet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a expérimenté, c'était la première expérience quand même de la ville de Ouagadougou, de ce qu'on appelle la co-conception, où il faut s'assurer que tout ce qui va être mis là, tout le monde est d'accord avec ça. Et vous voyez que ça fait plusieurs acteurs. Et quand un est d'accord avec un aspect, l'autre n'est pas forcément d'accord. Il faut dialoguer. Et là, nous avons dû mobiliser plusieurs acteurs, notamment une maîtrise d'œuvre sociale, un maître d'œuvre pour faire les études, donc la partie technique architecturale. Et la maîtrise d'œuvre sociale, c'est tout ce qui est concertation avec donc ces différents acteurs-là, mais également des experts nationaux et internationaux pour nous aider à ajouter un grain d'innovation donc, dans ce projet-là. Voilà. Et à côté de tout ça, il y a bien entendu la vision politique qui a soutenu donc, cette orientation, mais ce qu'on appelle une équipe donc, de supervision, une équipe donc, de maîtrise d'ouvrage déléguée qui est l'Agence municipale des grands travaux, notre agence. Et ces différents acteurs ont dû, pendant 2 ans, entre va-et-vient, entre prendre en compte les préoccupations des populations, des acteurs du transport, des futurs usagers et du politique, voilà, sortir un projet qui prenne en compte et le confort et, comment dirais-je, la capacité d'accueil, mais également des grains d'innovation. D'accord, parlons donc de ces innovations à présent. Qu'est-ce qui change? Quel sera ce nouveau visage, même si en passant déjà, on voit à quoi ressemble cette infrastructure? Oui, Ouagar Inter, avant on ne peut même pas dire que c'était une gare, en fait, si on doit être exact. Voilà, c'est vrai que la boue qu'il y avait. Voilà, il y avait de la boue, c'était très insalubre. C'était très insalubre. En saison de pluie, les transporteurs étaient, j'allais dire, au bord de la voie. Et voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus de boue déjà. Voilà, toute la plateforme est revêtue, soit en béton armé, là où il y a les stationnements, soit en béton bitumineux, donc ce qu'on dit couramment le bitume, là où il y a la circulation. Et on a mis tous les services nécessaires pour qu'une gare fonctionne mieux. Et entre autres innovations, c'est la toiture solaire intégrée.
Je crois du solaire, oui. Voilà, du solaire, mais pas de solaire ordinaire, une toiture solaire intégrée. Donc, la toiture est solaire. La toiture elle-même qui est solaire. Ce n'est pas une toiture sur laquelle on dépose des plaques solaires, mais c'est la toiture elle-même qui est solaire. Donc je ne pense pas qu'il y ait encore ça ni au Burkina ni à côté. Et ça, c'est vraiment la grande innovation. Et elle permet donc d'avoir ce qu'on appelle la capacité d'une mini-centrale solaire. Donc à elle seule, elle peut prendre en compte, elle peut gérer prendre en compte le besoin énergétique de l'ensemble des infrastructures de la gare, y compris prendre en compte, au cours de la nuit, ça c'est la journée, je veux dire, au cours de la nuit, au moins 5 heures de coupure de courant. Oui. Voilà, parce qu'il y a un dispositif de stockage qui est prévu avec un local technique pour le solaire, mais également un local technique pour l'énergie conventionnelle. Donc c'est du mix qu'on fait là-bas. Voilà. C'est du mix. C'est du mix, voilà. D'accord. Ça, donc, l'une des innovations majeures, mais on imagine aussi que, en termes de capacité, quelle est la plus-value? Ouaga Inter, dans le temps, c'était, en saison sèche, je veux dire, on avait une seule halle, donc un seul quai. Aujourd'hui, on a 4 quais. On a 4 quais, on a un bâtiment administratif. Il n'y avait pas l'administration là-bas. On a un bâtiment administratif qui va loger donc le personnel de l'administration qui va gérer la gare. En premier temps, parce que le but, c'est que plus tard, ça soit en délégation de services. Donc la première année, ça va faire une gestion directe avec une autre agence de la commune, qui est l'agence de développement économique urbain, ADU. Voilà. C'est un poste de police qui va assurer donc les questions de sécurité. C'est des espaces de collecte d'ordures, voilà, qui sont bien aménagés, 3 espaces, même pour faire déjà le tri à la base. Ouaga Inter, c'est également des guichets sécurisés, voilà, des magasins, dont je disais tantôt 4 quais, qui séparent les gros cars des mini-cars. Voilà. C'est beaucoup de capacités, je crois environ 60 places pour les gros cars pour les stationnements, ce qui n'était pas le cas par le passé. Mais c'est également des parkings 2 roues, des parkings 4 roues, pour courte durée, pour longue durée. C'est également des guérites pour assurer la sécurité, des boutiques pour les services courants. Également, à Ouaga Inter, on a une essencerie, qui est aussi une innovation. Ce n'est pas courant qu'on ait une essencerie à l'intérieur de la gare. Le but, c'est effectivement de faire en sorte que lorsqu'un car quitte la gare, il n'ait plus besoin de s'arrêter dans une station de service pour créer encore un autre marché à côté. Okay. Parce que très souvent, c'est ce qu'on constate. Donc quand il sort de la gare, il est plein et il est censé donc, aller à sa destination. Donc Ouaga Inter également, c'est des places assises désormais. Voilà. Vous allez voir qu'il y a pas mal de chaises qui sont déjà là. C'est des salles de réunion qui sont prévues, parce que le bâtiment administratif, c'est un R+1. Voilà. Et des toilettes, bien entendu, des commodités qui permettent à ceux qui fréquentent la gare d'être, j'allais dire, à l'aise. Voilà. Des kiosques, des restaurants. Des lieux de culte. Voilà. Également, il y a un lieu de culte qui a été conservé à la demande insistante donc, des populations du quartier, parce qu'ils ont estimé que c'est leur mosquée de quartier. Sinon, il y en avait 4. Voilà, tous les autres, on les a fait partie, mais cet équipement, comme je disais que c'était la concertation, il fallait prendre en compte aussi les attentes donc, des populations du quartier. Donc, en résumé, c'est aussi une gare économiquement rentable pour la mairie. Ah, bien sûr, bien sûr. Déjà, ce qu'on gagne, c'est le confort. Ce qu'on gagne, c'est, je disais qu'il y a pas mal d'équipements économiques qui sont autour, donc ça va faire des recettes pour la commune à travers l'agence de développement économique urbain. C'est également... Déjà sur le côté de la santé, voilà, c'est un gain. J'oubliais, il y a une infirmerie qui est aussi à Ouaga Inter. On a prévu une infirmerie où il y a une salle d'attente. Vraiment, c'est tout un complexe, y compris les toilettes pour les soignants et les patients. Voilà. Donc, sur le plan économique, ça va permettre donc d'améliorer donc le côté recette municipale. Voilà, les études économiques que nous avons engagées montrent que dans les 10-20 années à venir, donc l'agence devra pouvoir gérer de façon autonome et même exploiter les ressources supplémentaires là, pour faire l'extension de la gare. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour dire qu'en réalité, la gare de Ouaga Inter, tel qu'aménagée aujourd'hui, c'est une première phase. D'accord. Voilà. On imagine que derrière aussi, c'est peut-être une augmentation des coûts de location ou des impôts pour les acteurs. Moi, je ne vois pas ça ainsi. C'est vrai que ce n'est pas trop mon... Voilà, je ne vois pas ça ainsi.
Jusqu'aujourd'hui, le sujet qui a été véritablement débattu avec les acteurs, c'est ce que nous avons appelé le thème passager. Et lui, il est à 100 francs, il est consensuel. D'accord. Voilà, donc je ne dirais pas que ça... Depuis 2013, c'est le montant, et jusqu'aujourd'hui, c'est le montant qu'on a retenu. Voilà. Il y aura certainement un effort supplémentaire parce qu'il faut entretenir la gare, il faut, etc. Mais ça ne sera pas de nature à... Mais puisque ça va faire aussi de l'attractivité. Donc, ça va être du gagnant-gagnant, on va dire comme ça. On imagine que derrière, c'est tout un ensemble d'emplois qui vont être développés autour de cette gare, quand même. C'est aussi cela, l'objectif. Exactement. Et l'inauguration, c'est bien pour cette semaine, hein, la semaine qui s'annonce. Jeudi, c'est bien ça? Jeudi 8 avril. Oui, nous avons effectivement beaucoup d'emplois. Parce qu'à la gare de Ouaga-Inter, telle qu'on l'a prévu, la circulation doit être en sens unique, mais personne, en dehors des transporteurs, ne peut accéder à la gare. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient avec ses bagages, avec un taxi, il est obligé de s'arrêter. On a prévu des parkings de pause minutes et il faudra d'autres personnes pour aider à transporter, faire rentrer. Donc ça va créer encore de l'emploi forcément quelque part. Donc pour revenir à l'inauguration, c'est effectivement le 8 avril à 9h au niveau de la gare de Ouaga-Inter sous la présidence du chef de l'État, voilà, son Excellence le roi Omar Christian Kaboré, mais également sur la présidence donc, du ministre en charge des Transports. Voilà. Sous le parrainage de M. Apollinaire Compaoré, donc le patron des patrons, voilà. Et bien entendu, sous la bienveillance, j'allais dire, du maire de la ville de Ouagadougou, qui invite l'ensemble des Ouagavillois à venir clôturer avec nous, j'allais dire, les efforts de plus de 5 ans que nous avons menés sur place là-bas. En tout cas, c'est une infrastructure moderne qui sera mise à la disposition des acteurs des transports, mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas que Ouaga-Inter, il y a d'autres gares qui sont en cours. Ils sont prêts ou pas encore? Oui, il y a une seconde gare dont les travaux vont s'achever à la fin de ce mois, c'est la gare de l'Ouest. Là, c'est plutôt une nouvelle gare. À Zongo? Au niveau de Zongo, du quartier Zongo, après le pont de Bumigo, voilà. Initialement, quand on initiait le projet, c'était 3 gares. Mais la gare de Tampi, on a dû suspendre ça à cause du projet de l'échangeur du Nord. Parce qu'au moment où on démarrait, l'échangeur du Nord démarrait, on ne savait pas à quoi rimer donc, cet aménagement de l'échangeur-là. Donc on n'était pas sûr que ça va fonctionner plus tard. Donc dans une seconde phase, la gare de Tampi et la gare de l'Est vont être aménagées. Et là, on a déjà les financements. Nous sommes en train d'engager les études donc, pour ces 2 gares-là. Merci, M. Djibril Toguieni. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence municipale des grands travaux au niveau de la mairie de Ouagadougou. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci, M. Guébré. Et à jeudi pour l'inauguration. Merci, vous êtes tous invités. Merci. Saka Koulibaly, comme on l'a dit, c'est Ouagadougou qui se modernise avec ces gares modernes. Quand même. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point important qu'il faut signifier. Dommage qu'il n'y ait pas les images pour édifier les téléspectateurs sur la réalisation. Et la seule observation qu'on puisse faire sur cette infrastructure, c'est peut-être le rythme auquel on réalise ce type d'infrastructure, étant donné que ce sont des infrastructures bénéfiques à plus de 100%. Une fois que c'est réalisé, l'infrastructure ne fait que produire des richesses, des recettes, etc. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus, ni plus souvent. Parce que, comme on le dit, quand vous prenez le taux de croissance annuel du Burkina Faso qui tourne autour de 6%, en réalité, les spécialistes expliquent qu'il y a des taux de croissance urbains dans des villes comme Ouaga, Bobo, peut-être Ouaïgouya ou Banfora, qui sont autour de 12%, et les taux de croissance ruraux qui sont autour de 2%. Et quand on fait la sommation, la moyenne, on tombe dans les 6%. Donc si on peut effectivement pousser les taux de croissance urbains jusqu'à 15%, c'est tout bénéfice pour... ce n'est pas forcément l'arachide ou le coton qui fera la croissance du pays, mais c'est aussi la concentration urbaine dans les villes qui peut faire la croissance avec les consommations et des types de services qui sont en train d'être organisés par cela. Donc c'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est excellent. Seulement peut-être qu'il faut... En faire davantage. Et ça nécessite aussi beaucoup de moyens, voilà, de conception. Mais comme le partenariat est ouvert maintenant au privé, peut-être que ça pourrait aller un peu plus vite. D'accord. Oui, non, si vous permettez, c'est quoi a bien planté le décor. Hein. En fait, les secondes phases doivent être portées essentiellement par le privé. Voilà, parce qu'on a aménagé 1,7 hectares, il y a encore 1 hectare. On souhaite faire venir les compagnies privées là.
voilà, dans l'espace de la gare, notamment ceux qui sont à des endroits critiques. Vous savez qu'il y a des compagnies qui sont au bord des voies. Quand ils entrent, ils sortent, ils créent pas mal de difficultés à la mobilité. Parce qu'à l'origine, le projet des gares, c'est pour améliorer la mobilité et, j'allais dire, l'économie locale. D'accord. Voilà. Merci encore une fois d'être passé dans cette info ce soir. La suite, la politique, des bisbilles au mouvement Agir Ensemble. La tête du président Diallo est réclamée. Ce dernier se défend. Il parle d'actes d'indiscipline. Le torchon brûle entre le président du mouvement Agir Ensemble et certains militants du parti. Alors que les responsables du parti sont en conférence de presse sous surveillance policière, quelques militants manifestent devant le siège national du parti. Visiblement en colère, ces militants tiennent coûte que coûte à avoir accès à la salle de conférence. Mais face à eux, des forces de l'ordre bien déterminées. De quoi faire monter le ton entre les deux camps. Voilà, on vous respecte beaucoup. Il va nous sentir maintenant. Quand tu as il est venu ici et c'est lui, il est rentré. Il n'est rien, il n'est rien. Si vous voulez gâter là. Il n'est rien. Ces manifestants réclament le départ de Boubacar Diallo à la tête du parti. Selon eux, il n'est pas rassembleur et ne participe pas au financement des activités du parti. Le chef qui est là, vous voyez le chef qui est là, c'est le candidat seul qui paye les employés, l'eau, courant. Donc, Boubacar Diallo, même la NDT, il n'est pas capable pour donner ça aux militants ici. Et c'est quelqu'un, il n'est pas rassembleur. Une fois que Boubacar Diallo, quand il te croise aujourd'hui, demain il ne te connaît pas. Chez lui-même, tant qu'un président du parti chez lui à la maison, on ne connaît pas chez lui. Il n'a jamais convoqué quelqu'un du parti chez lui à la maison. À chaque fois que tu le vois, c'est en haut en haut. Donc à partir de maintenant, nous on ne veut plus de Boubacar Diallo. Face à la presse, le président du parti répond à ses détracteurs. Pour Boubacar Diallo, ces militants qui réclament sa tête sont des indisciplinés. Car selon lui, ils ne respectent pas les procédures édictées par les textes du parti. Mais je pense que tout ça, c'est de l'indiscipline. Le départ de tout militant ou le départ des membres d'un bureau, d'un organe, ça suit des procédures. Ça suit des procédures. Ou vous ne pouvez pas venir dire, non, par exemple, d'autres actes d'indiscipline, on vient dire, Boubacar Diallo dégage. C'est des actes d'indiscipline, ça. C'est pas sérieux. Il faut travailler dans un ordre civilisé. Boubacar Diallo dit être disposé à recevoir ceux qui réclament sa démission, mais il les invite d'abord à respecter les textes du parti. Cette conférence de presse a été l'occasion de rappeler l'appartenance du parti au chef de file de l'opposition politique. Chaka Koulibaly, aussitôt secoué par une crise à l'interne, c'est aussi cela la vie des partis politiques au Burkina Faso. Est-ce que là, visiblement, ces militants ne sont pas en train de dire tout simplement qu'il faut que le candidat, c'est-à-dire Kadri Désiré Ouedraogo, prenne la tête du parti? Oui, effectivement, on peut faire cette interprétation des propos du manifestant qui s'est exprimé. Mais pour dire que c'est la vie courante des partis politiques, je pense que si on se rappelle, dans un passé très proche, il y a eu le CDP, il y a eu l'UPC avec quelques départs, et maintenant Agir. Donc pour moi, c'est le commun de la vie, le quotidien, je veux dire, de la vie des partis politiques. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il faut veiller à ce que les contradictions à l'intérieur du parti se résolvent à travers les textes prévus et les organes prévus à cet effet. Si on se rappelle le cas du CDP, ce qui a sauvé le parti, c'est bien cela. C'est le fait d'avoir respecté les instances du parti, à savoir que toutes les contradictions qui ont été exposées dans les médias et sur la place publique se sont déportées à l'intérieur des organes et les élections ont eu lieu qui ont clarifié donc la question du leadership du parti. Et ici également, le problème de la direction du parti se pose. Le président actuel est remis en cause par une partie des membres du parti. Il suffit seulement d'aller aux organes, de voir qu'est-ce que les textes prévoient pour cela, de suivre ces procédures-là et de régler. Un congrès extraordinaire. Exactement. Si les manifestants sont en nombre ou en poids politique suffisant, ben, ils vont procéder à la réforme qu'ils recherchent. Mais si d'aventure le président en place maintient son leadership,
Donc, effectivement, il faudrait faire avec. D'accord. En attendant les prochaines élections municipales, le Balai citoyen donne de la voix. L'organisation de la société civile appelle à la mobilisation pour le droit au logement. Sur scène, les artistes vont tour à tour se succéder pour tenir tout le public du quartier Zongo en haleine. Un concert populaire sur fond de dénonciation de la gouvernance actuelle du foncier au Burkina Faso. Ce sera d'abord Ismo Vitalo qui va, grâce à ses tubes, faire vibrer les habitants de cette zone non lotie. C'est ensuite au tour de Smoké de faire chanter le public en chœur. Une occasion pour le rappeur engagé de faire passer le message de la mobilisation et de la lutte pour le droit au logement. Alors on va faire un appel au maire de cette commune, à tous ceux qui gèrent cette commune, de faire très attention à la question des parcelles et du foncier. Ce n'est pas du n'importe quoi. C'est la prochaine révolution. Aujourd'hui, il y a des spéculateurs fonciers qui se permettent d'acheter 10, 20, 30, 40, 50 hectares et j'en passe, qui ont des milliers de parcelles à leur possession. Est-ce que ça c'est normal? Non. Pendant qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir une demi-parcelle. Est-ce que c'est normal? Non. Alors il faut qu'on voit clair dedans. On va voir clair dedans. Ce concert meeting de mobilisation organisé par le Balai citoyen est initié pour apporter un soutien aux populations des zones non loties dans leur lutte pour des conditions de vie plus décentes. C'est pour accompagner la population de Zongo dans leur combat pour les droits, pour le droit au foncier, dans leur combat pour le droit à un logement décent. Vous savez très bien que ça fait des années que beaucoup de localités du Burkina sont touchées par le problème foncier. La spéculation foncière, le détournement des parcelles ont contribué à mettre les populations dans des difficultés. Cette activité se tient dans le cadre d'un projet d'appui aux Burkinabés vivant dans les zones à habitat spontané. Cette initiative couvre quelques arrondissements de la ville de Ouagadougou et certaines villes de l'intérieur du pays. Les municipales ont été reportées, mais le problème du foncier reste intact et attend les futurs maires, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais sauf qu'il faut faire remarquer que la question telle qu'est posée, la question du logement et la question foncière ne relèvent pas du niveau du maire. Ce sont des politiques nationales et on a vu les débats pendant la campagne électorale avec l'engagement du chef de l'État de revoir la politique qui est menée à ce niveau-là et qui a valu aussi la nomination d'un ministre du domaine qui soit aussi proche des thèmes populaires. Donc, il faudrait combiner peut-être le niveau local et le niveau national sur cette question donc, du logement. Mais pour rappeler, ça fait un trait d'histoire. C'est sur cette thématique-là, effectivement, que la révolution de 83 aussi avait eu lieu, avec donc cette mesure importante du lotissement qui était arrivée pour donc régler les mêmes types de problèmes qu'on constate aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est venu à la politique des compagnies immobilières? C'est une question qu'il faut se poser. On voit aujourd'hui les désagréments que cette politique-là crée, à savoir qu'il y a la monopolisation donc, des terrains par des compagnies ou, disons, des individus, tandis que ceux qui ont des revenus modérés ont du mal à accéder au logement, soit en propriété de maisons, soit en location. Donc la question se pose aujourd'hui sous plusieurs angles. Il y a l'angle donc de l'accès à la terre pour les constructions de logements, mais il y a aussi l'accès à la terre en termes d'habitation pour ceux qui veulent faire
qui veulent louer les maisons d'habitation. Donc il y a plusieurs dimensions qu'il faut prendre en considération. Est-ce que ce n'est pas plus une question de volonté justement politique aujourd'hui qu'une question de réforme des textes? Pas de volonté, c'est une question d'orientation politique. L'orientation qui a été adoptée les 5 dernières années, c'est celle des compagnies immobilières qui, disons, sous-traitent la terre avec ceux qu'on appelle les propriétaires terriens, à savoir les chefs coutumiers. Une fois qu'ils ont accédé à ces terres, à ces hectares, ils les parcellisent et puis ils les mettent en commercialisation. C'est une option politique du logement et du foncier. Est-ce qu'on maintient cette option au regard donc de l'expérience des 5 dernières années, ou est-ce qu'on modifie pour venir à l'approche, la politique du lotissement? Parce que c'est 2 politiques qui sont en concurrence ici. Il faudrait évaluer les 2. Est-ce que l'État peut continuer aussi, même à travers les collectivités, les maires, de faire des lotissements en un point fini? Ou bien est-ce qu'il faut libéraliser le secteur, permettre aux compagnies immobilières donc, de faire ce travail-là? En ce moment, on accepte que le logement devient difficile d'accès et que les coûts des loyers vont monter, et surtout qu'il y aura beaucoup d'habitations précaires parce que certains ne vont pas avoir accès au logement, étant donné le coût du loyer. Donc on va avoir des habitations précaires dans les périphéries de la ville. Donc c'est toute une conception qu'il faudrait faire pour voir la meilleure option. Peut-être aussi qu'il faut ouvrir le débat. C'est là où l'action du balai citoyen, je pense, est intéressante. C'est de susciter quand même le débat au niveau populaire, de sorte que ceux qui sont concernés par la question prennent conscience donc de la nécessité d'engager des plaidoyers, des interpellations des grandes autorités. En tout cas, le débat devrait être posé parce que, à la base, justement pour les populations, on a beaucoup d'attentes, notamment sur la question du lotissement. On pense qu'il faut revenir à cela, il faut lever la suspension, revenir au lotissement, mais en même temps, il n'y a que la terre n'existe même plus. N'existe plus. En tout cas au niveau urbain. Ouaga surtout n'a plus d'espace. Donc Ouagadougou aujourd'hui recycle sa population habitante avec les communes environnantes. Samba, c'est déjà une autre commune, Koubri, c'est une autre commune, Tanguendasouri, etc. Donc, on est à ce stade-là déjà. Donc, la question, c'est pour ça que je parlais que c'est une politique et qu'il faut l'avoir pour l'ensemble du territoire burkinabé. Autrement, pour Ouaga, je ne sais même plus si c'est la peine d'envisager compagnie immobilière ou lotissement. Je ne pense pas qu'il y ait une marge de manœuvre à ce niveau-là. Mais peut-être les communes environnantes, il faudra déjà avoir l'option qui est la plus importante pour éviter d'avoir donc des bouchons de logement. Parce que si on opte pour le lotissement, c'est une approche qui est populaire, mais qui a aussi ses inconvénients, à savoir qu'il va falloir lotir indéfiniment. D'accord. En attendant, il y a le passif aussi à régler. Voilà. Merci, Siaka Koulibaly. Merci. C'est tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la chaîne Au Cœur de Défi. Bonsoir.